Amis franc-comtois, bonjour et bienvenue sur RDG. Très content de vous retrouver pour vous proposer un tout nouveau format. On vous propose aujourd'hui un documentaire sur les passeurs du Rizou. Ces personnes ont pris des risques pendant la Seconde Guerre mondiale et ont trouvé ça important de vous les présenter, surtout que ça se passe dans notre région, la Franche-Comté. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. Qu'ont-ils bien pu faire dans une zone si reculée ? Comment auraient-ils pu résister à l'ennemi ? Ces questions sont légitimes quand on parle de simples villageois inconnus. Pourtant, ici, au cœur du massif du Jura, non loin de la frontière suisse, des héros ont emprunté des chemins escarpés sans jamais se mettre en lumière. Ces chemins, ils sont là, dans ces forêts denses et sombres du Rizou, bordant le village de Chapelle-des-Bois. Au milieu de ces sapins, en plein hiver ou en été, gravissant les montagnes au loin, des hommes ont pris tous les risques pour conduire des persécutés vers la liberté. Voici leur histoire. L'histoire des passeurs de juifs qui, sous le joug des nazis, ont sauvé des vies. Donc je suis avec Alain Nico. Alain, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà un petit peu pour nous dire ce que vous faites ici à Chapelle-des-Bois et quelle est l'association que vous présidez ? Voilà, je suis le président de l'association Le Mur aux Fleurs de Lys. Donc, fleurs de lys, c'est les fleurs qui étaient gravées sur les bornes frontières côté France, à l'époque des rois. Voilà, donc on a appelé cette association donc le Mur aux Fleurs de Lys parce que par rapport aux murs frontières aussi. Et donc notre association, c'était pour rendre mémoire à l'histoire locale des gens qui ont pris des risques pendant la guerre et qui ont sauvé beaucoup de gens du service travail obligatoire, des résistants grillés, puis après des documents et ensuite des familles juives qui voulaient se sauver en Suisse. Donc ici, on a eu justement beaucoup de personnes qui ont contribué à ça, enfin en tout cas à l'échelle d'un village de cette taille-là. On peut peut-être présenter, je sais pas, les principaux acteurs de ces passages. Ça a démarré avec Fred Raymond, qui était dans les services de renseignement de l'armée suisse, qui voulait avoir des renseignements sur la France, les troupes allemandes, leurs mouvements et tout. Et donc il avait besoin de gens sur France pour l'aider. Donc il avait demandé à monsieur Bernard Bouvray, donc déjà son papa Jules, savoir si Bernard, qui avait 17 ans, pouvait être son bras droit. Chose que Bernard a appréciée en étant jeune, puis qu'un adulte demande à un jeune de prendre des responsabilités. Donc ça, il n'y a pas eu de problème. Jules Bouvray a dit OK. C'est là qu'il s'est mis en place donc, tous ces passages. On est justement devant la maison qui était aussi un hôtel en fait de Bernard Bouvray et de ses parents. Voilà, c'était l'hôtel de ses parents, donc de Jules Bouvray. Et souvent les gens arrivaient ici dans la journée ou dans la nuit et puis disaient faut passer ces gens-là. Donc Bernard, lui qui allait au bois, qui travaillait, le soir il prenait ces gens puis il les passait en Suisse. Il revenait des fois le matin puis le lendemain il fallait reprendre le boulot. Peu à peu, nous prenons conscience du sacrifice qu'ont pris ces inconnus pour sauver des innocents. Mais pour encore mieux comprendre ce qu'ont vécu ces francs-comtois, nous décidons de marcher sur les pas de Bernard Bouvray en compagnie d'Alain et de Christian qui fait lui aussi partie de l'association Le Mur aux Fleurs de Lys. Après quelques minutes de voiture, nous faisons notre première escale à la ferme des Buffards. Ok, donc Alain et puis Christian, on est ici dans un lieu assez important en fait, ici donc au Rizou, une ferme où en fait, par exemple Bernard Bouvray pouvait se cacher ou encore faire de la logistique avant de monter, passer plusieurs personnes, des informations ou des juifs par exemple dans ce coin-là, c'est bien ça? C'est ça, oui. Disons que cette maison était stratégiquement bien placée par rapport au passage. Donc c'est pourquoi les passeurs s'y arrêtaient volontiers. Et puis surtout parce qu'il y a aussi des habitants, c'était donc ma maman et puis mon oncle, qui étaient tout jeunes à l'époque, parce qu'ils avaient 13 et 15 ans, et tout seuls dans la maison, puisque leurs parents étaient sur la région de Siro. Et donc avec Bernard Bouvray, il était très ami, mon oncle était très ami avec Bernard Bouvray, donc ça s'est fait comme ça. Et du coup, il était amené aussi à passer quand Bernard avait besoin de quelqu'un, donc c'est mon oncle qui y allait. Ah, donc c'était vraiment un lieu où on cachait du monde. Vos parents ont pris des risques aussi, eux, en logeant des personnes. Oui, mais moyennement, je pense, parce qu'eux, ils ont continué à faire leur travail. Et, si, mon oncle, lui, il a été arrêté par la suite, mais bon, c'était une autre histoire. Vous me parliez d'une porte qui est juste derrière, qui
était toujours ouverte, où les passeurs pouvaient très facilement entrer et puis se cacher. C'est ça, donc cette porte, les passeurs la connaissaient, donc ils savaient qu'ils pouvaient à toute heure du jour et de la nuit rentrer par là pour se mettre à l'abri. Nous continuons notre chemin en direction de la forêt cette fois-ci. La pente est raide et il est clair qu'un Allemand pourrait nous repérer rapidement si nous étions en 1942. Alain se souvient d'ailleurs d'une anecdote que lui avait racontée Bernard Bouveret autrefois à ce sujet. Ça allait même jusqu'à enlever les branches, à bien construire les murs histoire que ça fasse pas de bruit. Quand il passait où il passait au même endroit, il y avait des murs, il calait bien les pierres, tout ça pour pas que ça bouge, qu'il y ait une pierre qui roule en passant la nuit. Ou alors des branches le long du chemin, il l'enlevait pour pas que ça craque, si des fois les Allemands étaient planqués par là, ou alors même les douaniers suisses. Donc il fallait pas que ça fasse de bruit, parce que ça résonne beaucoup dans la nuit, une branche qui craque. Alors des fois, ils avaient des fois la trouille, ça pouvait être un gibier qui passait, ils étaient tout de suite sur pour la sécurité, quoi. Le long du chemin pour la Suisse, nous nous arrêtons à plusieurs points clés comme celui-ci. Donc là on est devant la fameuse boîte aux lettres, c'est ce qui est écrit sur les petits panneaux que vous avez mis avec l'association pour rappeler ce qui se faisait. Ce qui se passait. Qu'est-ce que c'était ? Il y avait deux boîtes aux lettres, il y en avait une ici, puis il y en avait une aussi du côté où Victoria Cordier passait, dans le Rizou. Donc c'était Fred qui avait mis ces boîtes-là pour correspondre avec ces deux agents, avec les agents qui passaient, pour se donner, pour laisser des messages. Voilà, donc quand ils passaient, ils ouvraient la boîte. Alors elles n'étaient pas comme ça vues, elles étaient cachées dans une souche. Et celle de Fred a été retrouvée dans le Rizou. C'est Fred qui a retrouvé l'endroit au milieu des sapins, comme ça il y avait beaucoup de sapins. Et il dit, je crois bien que c'est ce sapin-là. Il est allé, il a fouillé, il a vraiment le bras jusqu'au fond et il a retrouvé la boîte que pendant la guerre, quoi. Donc avec des messages dedans. Voilà, avec les messages, donc pour dire ce qui s'est passé, ce qu'ils avaient vu, ou voilà, c'était un moyen de communiquer. Ils attendaient des messages, c'était signalé. Donc ils venaient, ils savaient qu'ils devaient trouver un message, mais c'était surtout pour raccourcir les temps. Les passeurs français s'arrêtaient là, puis c'était moins dangereux d'abord. Ils mettaient dans la boîte aux lettres et puis c'est Fred qui venait les chercher, quoi. Plusieurs cachettes de ce type se trouvaient à travers le sentier. Les passeurs pouvaient ainsi y laisser des lettres, mais aussi des objets, comme ici dans la cachette AF7. Et puis, au bout d'à peu près 1 heure de marche, les voyageurs clandestins arrivaient enfin à la frontière suisse. Nous sortons alors nos passeports, car nous aussi, nous y arrivons. Donc là on arrive, ça y est, à la frontière suisse, marquée par un mur là qui est tout le long, qui a bien vieilli avec une petite housse dessus là. Donc il y avait ça en fait tout le long de la frontière, au moment où les passeurs passaient déjà, c'était des petits murets comme ça, et c'est ceux-là qui donc renforçaient, j'imagine, de temps en temps pour pas qu'il y ait de bruit au passage. Voilà, il y avait ceux-là, et puis en même temps il y avait aussi les murgés en bas aussi, c'est surtout en bas. Mais là, il y a le passage, pendant la guerre c'était pas ouvert comme ça, c'était, je pense, beaucoup plus serré. Oui. Voilà. Pour éviter d'être envahis, les Suisses avaient gardé un no man's land là, d'à peu près 100 mètres de large, où la forêt était une forêt primaire, c'est-à-dire qu'ils ne coupaient rien, ils laissaient les gros arbres, de manière à freiner éventuellement un ennemi qui aurait voulu traverser. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, donc ils ont toujours eu peur, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale ou même avant, ils ont toujours eu peur d'être envahis en fait. Voilà. Dans cette zone qu'on retrouve d'ailleurs les fameux bois à Tavaillon, mais aussi les bois de Lutry. Et il y a dans le Rizou est une fameuse forêt pour le bois de Lutry. D'accord. Une chose que les Suisses n'aiment pas trop quand on raconte, il y en a un général qui dit demain on envahit la Suisse, puis le gars il dit qu'est-ce qu'on fait l'après-midi? Allez, continuons. Évidemment, on s'excuse envers tous les Suisses qui regardent notre vidéo. Mais bon, trêve de plaisanterie, nous sommes désormais dans ce qui était l'un des seuls territoires libres d'Europe entre 1940 et 1944. Mais les risques restaient tout de même très importants puisque les douaniers avaient ordre de renvoyer les migrants venant de la France. Bernard Bouveret avait donc trouvé un lieu idéal pour se cacher, j'ai nommé le Rendez-vous des Sages. Donc là, cette fois-ci, on est arrivé au Rendez-vous des Sages, qui est donc à 1350 mètres, c'est marqué sur la petite pancarte, donc c'était quand même haut, même l'hiver, il peut faire froid ici quand même. Donc un lieu chargé d'histoire, même si on voit une simple petite cabane, en réalité il s'est passé de nombreuses choses ici, quoi. Voilà, c'était des chalets pour les forestiers des communes de la vallée de Joux. Donc il y a beaucoup de petits chalets comme ça tout le long de la frontière. C'était pour venir s'abriter. Et pendant l'hiver, donc ça a servi un petit peu de point relais avec Bernard, puis les autres passeurs, avec Fred aussi, des fois ils se retrouvaient là. Ou alors c'était un endroit pour se reposer aussi. Une fois qu'ils avaient traversé
la frontière, ils étaient un petit peu rassurés, malgré qu'il y avait quand même les douaniers suisses qui patrouillaient aussi, parce qu'ils surveillaient la frontière pour peut-être pas être envahis, mais contrôler un petit peu tous ces passages. Puis là, quand on arrivait ici, donc Bernard ou tous les passeurs qui donc arrivaient ici avec, admettons, des juifs ou des personnes à passer, c'était le point final de l'accompagnement, je dirais. Est-ce qu'après ils les laissaient partir ou est-ce qu'il y avait encore un petit bout à faire avec eux? Alors tout dépend des gens qui passaient, si c'était des gens des résistants ou des gens du service secret, tout ça. Souvent ils les descendaient jusqu'à la vallée, chez Fred. Mais autrement, des fois des gens du STO, tout ça, ils les laissaient, puis ils leur disaient, vous reprenez le petit chemin là, et hop, là-bas à droite vous descendez, et puis vous arrivez à la vallée, quoi. Très bien. Les gens se débrouillaient tout seuls. Bon, on peut peut-être aller voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Oui. On va un petit peu voir comment c'était fait. Donc je crois savoir que vous avez mis un petit peu des photos, des articles aussi pour le souvenir. Le souvenir, voilà, oui. Voilà, voilà, donc là il y a l'explication, ça appartient à la commune du Cheny, dans la vallée de Joux. Qui explique bien que c'est un abri forestier, mais en même temps que c'est un lieu historique à respecter. Voilà, puis donc on a mis des photos de Bernard quand qu'il est parti, il nous a quittés. Et puis quand ils ont avec lui là devant le chalet. Puis là on a une autre photo au-dessus, c'est parce que le chalet a été refait. Et ils voulaient tout refaire. Et puis il y a eu plusieurs personnes qui se sont manifestées, qui ont dit non, il faut le garder comme il était, c'est un lieu historique et tout. Donc ils ont refait le toit, les bords, mais vous voyez, ils ont gardé les poutres anciennes pour garder cette âme de ce rendez-vous des sages, quoi. Ouais, on voit que vous avez essayé de maintenir le souvenir, histoire que les personnes qui viennent ici et qui ne savent pas forcément ce qui s'est passé là puissent le savoir, quoi. Voilà, donc il y a un cahier où on marque, chacun peut marquer mettre un petit mot de son passage. Et beaucoup sont heureux de découvrir un lieu historique et puis qu'il y a eu des gens qui ont pris des risques, tout ça, pour la France et pour passer des gens, pour les sauver. Donc les gens respectent, quoi. Ouais, très très beau lieu en tout cas. Merci de m'avoir emmené ici. Oui, c'est avec plaisir. Nous, comme disait Bernard, si on peut faire connaître l'histoire, on est tout content, quoi. Bien, parfait. On va continuer un petit peu la balade, mais dans l'autre sens. De toute façon, on va retourner côté Hexagone. Voilà, on va descendre. On va, comme il disait, on va camber le mur. Camber le mur, c'était repasser par repasser de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, le Rizou, la plus belle forêt de Suisse. On l'appelle la cathédrale du Rizou. Ça vaut une cathédrale. Nous cambons donc le mur et regagnons doucement mais sûrement la Franche-Comté. Et sur le chemin du retour, nous prenons alors le temps de parler de ce que sont devenus ces passeurs suite à la guerre. Bernard Bouvray, lui, il n'a pas eu la médaille de juste parce que personne n'est venu témoigner qu'il avait passé. C'était assez... J'allais dire tabou, c'est pas tabou le terme, mais il parlait pas forcément... peut-être que même Bernard Bouvray, en fait, les gens savaient même pas forcément comment il s'appelait, qui il était. Quoi, non, il savait pas. Même si quelqu'un voulait aujourd'hui témoigner... il pourrait éventuellement retrouver, quoi. Si on a essayé un petit peu de voir avec des associations juives et tout ça, mais on trouve personne. Inconnu, même après la guerre. Tout ça prouve bien le vrai sens de ce qu'ont fait ces hommes. L'objectif n'était pas de récolter la gloire, mais bien d'aider son prochain. Et d'ailleurs, je dis homme, mais il se trouve qu'une femme aussi a apporté sa pierre à l'édifice, et nous nous rendons justement chez elle. Donc on est maintenant devant la maison de Victoria Cordier, qui était là aussi avec 2 sœurs et puis sa mère, vous me disiez. Lieu où elle faisait aussi passer, elle, diverses personnes pour la résistance ou encore des personnes juives, c'est ça? Oui, c'est ça. Victoria était très patriote et tout, donc elle a voulu participer aussi à la résistance. Donc elle faisait partie d'un réseau officiel qui existait en France. Ça venait de Lyon, c'était surtout sur Lyon, elle allait souvent à Lyon. Et puis donc elle passait, vu l'emplacement de la maison à ras de la forêt, la frontière se trouve juste là au-dessus du Rizou. Donc c'était quand même plus facile pour passer les gens. Bon, il fallait quand même venir jusque là parce que c'était quand même tout en zone découverte avant d'arriver à la maison. Donc il y avait beaucoup d'Allemands qui patrouillaient. Et elle passait, ainsi que Fred, ils passaient par le gîte de l'échelle, comme ils appellent ça. Donc c'est un passage dans les rochers. Ouais. Gîte de l'échelle, parce qu'il y avait un vieux tronc, et puis il y avait les branches, donc ils grimpaient là-dessus. Mais c'est assez périlleux quand même, ils n'avaient pas peur. Ouais, plus technique que l'autre côté où passait Monsieur Bouvray par exemple, quoi. Beaucoup plus technique, hein. Ici c'est pratiquement de l'escalade, hein.
quand Ah il oui. fallait monter. Et il n'y avait pas vraiment de sentier, donc même dans la partie avant la roche, ça glissait, c'était vraiment très pénible à monter. Et vous me racontiez, la mère et donc ses trois filles étaient veuves parce que le père était mort donc suite à la Première Guerre mondiale. Donc il n'est pas mort pendant la Première Guerre mondiale, mais il est rentré. Il a eu le temps de donner naissance donc à Victoria en 1919. Oui. Et donc après, au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être aussi un clin d'œil à son papa que d'avoir continué à résister comme ça contre les Allemands. Je pense qu'elle avait, oui, elle avait ça dans le sang, elle avait vraiment cette envie de faire quelque chose contre les Allemands surtout, un petit peu comme Bernard. Hein. Et puis du coup, ben, voilà, elle était très motivée. Bon, elle avait 21 ans en 1940, elle était à pleine force de l'âge, et puis c'était quand même une force de nature, faut le dire, parce que soit elle montait en vélo, soit elle montait à pied, même donc depuis Francine-le-Bas ou de Morbier. Et il faut savoir que c'était compliqué parce qu'elle pouvait monter que le week-end, elle travaillait la semaine. Si les Allemands s'apercevaient que les gens n'étaient pas au boulot, ils se posaient des questions. Donc il fallait quand même se montrer aux Allemands qu'on était au boulot et tout ça. Puis c'est là qu'elle a passé pendant la guerre des enfants de la Hille, là, du château de la Hille, Ouais. du côté de Toulouse, des enfants juifs, avec Anne-Marie Piguet, une infirmière suisse. Donc c'est là qu'elles ont passé les gamins. Donc au-dessus, il y a à l'hôtel d'Italie, c'est un chalet comme on a vu au rendez-vous des sages, il y a une plaque qui commémore ce passage de Victoria avec Anne-Marie Piguet. Et puis il y a une stèle aussi qui a été faite à peine plus loin là, pour parler de cette époque-là. Très bien. Bon, ben, très beau lieu également d'histoire, en tout cas ici. Voilà. Au nez et à la barbe des Allemands, ces passeurs ont pris tous les risques, et si certains s'en sortaient, d'autres ont été punis pour leurs actes. Bernard Bouvray a par exemple été arrêté chez lui avant d'être déporté à Dachau. Là, on est carrément cette fois-ci dans la maison de Bernard Bouvray, qui était aussi donc un restaurant en fait, Oui, que oui, tenaient oui, ses voilà. parents. Et là, on est même dans la pièce où il s'est fait arrêter, c'est ça. Voilà, ben c'est où les gens, il y avait la salle de bistrot, le restaurant, et donc ils faisaient même un peu d'épicerie, hein, je crois. Ouais. Voilà, Pain donc pour ils le faisaient, village. ils faisaient le pain pour le village. Ouais, là, il y a le ici. four à pain qui est juste Voilà, là. Ouais. et puis donc c'est là qu'il s'est fait arrêter. Il est en train de faire le pain, hein, je crois. Oui. Voilà, et puis il y a dû avoir une dénonciation, et donc ils sont venus l'arrêter là. Et lui, il a dit, laissez-moi finir la tournée de pain pour le village, ils auront besoin de pain. Donc, alors il a fait le pain ici, un Allemand à côté de lui. Et puis, donc il lui a laissé faire le pain. Mais il aurait pu se sauver. Mais il n'a pas voulu se sauver parce que son papa était arrêté à la prison de Dijon, croyant que c'était lui. Alors lui, il ne voulait pas laisser son père pris à la prison de Dijon. Il a dit, moi je me laisse prendre, puis comme ça ils renverront mon père. Puis du coup, ils ont gardé les deux. Donc là, il a continué à faire le pain. Quand ils l'ont emmené à la gare de Morbier avec une charrette puis le cheval, il aurait pu se sauver. Le quai sur la gare, pareil, il aurait pu se sauver. Il y avait Victoria qui était là, qui était prêt à agir. Mais Bernard n'a pas voulu parce qu'il voulait que son père revienne. Très Et bien. du coup, ils ne sont pas revenus. Et donc là, c'est quelle date l'arrestation, on sait? 44. 44. Ok. Oui, C'était la fin de la guerre, quoi. fin de la guerre. Vers la fin, d'accord. Mais il est resté un an, il est revenu fin juin 45. Très bien. Donc après, déporté à Dachau, c'est bien ça? Voilà, hein. avec son papa, donc ils sont revenus. Heureusement qu'il était jeune, costaud. Il a même pas mal aidé son papa là-bas dans le camp de concentration pour qu'il puisse revenir, quoi. Très bien. Bon, ben, pareil, merci d'être venu ici nous montrer un peu ces lieux si particuliers. Je vais pas vous le cacher, on ressent évidemment une certaine émotion lorsque l'on foule le sol de cette auberge. Et cette émotion, nous espérons vous l'avoir transmise lors de ce court voyage sur les traces des passeurs du Rizou. Ici, à Chapelle-des-Bois, la mémoire est éternelle, mais qui se souviendra de ce qu'ont fait ces francs-comtois au nom d'une seule chose, la liberté? Voilà pour ce reportage, j'espère qu'il vous aura plu. On a vraiment pris beaucoup de plaisir avec Robin, que je remercie, et qui donc était à la technique, notamment pour filmer et puis également pour le montage ensuite. Je voulais juste vous présenter deux livres pour terminer là-dessus. Un livre qui est très intéressant, qui s'appelle « Ce que je n'oublierai jamais », qui parle de l'histoire de Victoria Cordier. Franchement, je vous le recommande. C'est un livre qui m'a appris beaucoup de choses sur son histoire. Et puis également, Le Rendez-vous des Sages. Voilà, le nom est plutôt explicite pour parler donc de l'histoire donc de Bernard Bouvray,
qui est écrit par Gisèle Toyon-Nas. Donc n'hésitez pas à vous les procurer et puis n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de RDG. On essaiera de faire encore plus souvent des documentaires de ce style-là. Mais en attendant, la petite cloche, l'abonnement, ça fera toujours plaisir. Merci. Non, mais ça, Montre-les. Ah, ouais, ça, non, mais ça, Ah, mais non, montre-la pas. Ah, ouais, ça, je vais le mettre parce que dans le making-of, ça, c'est obligatoire. C'est incroyable. Regarde, il y en a bien mieux. Hein.